Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un épisode du Royaume de France, qui voit l'extinction des derniers Capétiens directs, malgré une solide descendance. La disparition du dernier grand maître de l'ordre des Templiers, Jacques Molay, semble tout changer, quand il aurait lancé une malédiction à Philippe le Bel ainsi qu'à toute sa descendance. Or, en quelques années, le roi, ses fils connaissent tous une mort précoce. Vous voulez en savoir plus sur Philippe le Bel et les rois maudits? Venez avec moi. Dès son accession au trône en 987, Hugues Capet se consacre à fixer les premières règles successorales. Celui-ci, en mettant en place l'hérédité dynastique, est devenu la souche commune des trois dynasties de souverains, Capétiens, Valois, Bourbons, qui se sont succédés sur le trône de France jusqu'en 1848, c'est-à-dire pendant près d'un millénaire, et dont les branches collatérales ont régné sur les royaumes de Naples, de Hongrie et d'Espagne. Il cherche par là à tirer les leçons d'un passé récent, où les conflits entre Carolingiens et Robertiens ont fragilisé le royaume franc. Tout d'abord, il se fait sacrer à Noyon, devenant ainsi souverain de droit divin, jusqu'à sa mort. Il fait aussitôt couronner son fils Robert et l'associer au pouvoir. Le successeur du Capet est tout désigné, et le titre devient héréditaire. Cette pratique perdure jusqu'au sacre de Louis VIII en 1223. Il est le premier roi capétien à ne pas être couronné du vivant de son père, Philippe Auguste. Suffisamment puissant et souffrant d'aucune contestation, il peut mourir sans sacrer son fils. Pour conserver l'unité du royaume de France, Hugues Capet n'attribue aucune terre personnelle à son fils aîné. Il n'y a qu'un seul royaume qui est transmis dans son intégralité, de père en fils, rompant avec les dynasties précédentes. Malgré toutes ces précautions, un problème de succession se pose pendant le règne de Robert II. Il a 3 fils, et quand le premier meurt, il choisit le deuxième pour lui succéder, privilégiant ainsi le principe du droit d'aînesse. La règle successorale étant ainsi fixée, les contestations des branches latérales de la dynastie restent mineures. D'autant plus qu'elles reçoivent des terres en apanage, contre une promesse d'hommage au roi. Toutes ces mesures sont efficaces, car jusqu'en 1316, les Capétiens ne connaissent plus aucun problème de succession. Lorsque Philippe le Bel décède en 1314, il a 3 fils, et l'avenir de la dynastie semble assuré. Le roi Philippe le Bel, qui règne à partir de 1285 et s'applique à renforcer le rôle de l'État en éliminant toutes les autorités concurrentes, et ce jusqu'au clergé. Il s'en prend directement à la papauté, au point d'entrer en conflit ouvert avec Boniface VIII, au point de risquer l'excommunication. Mais un autre ordre religieux fait de l'ombre au trône de France, l'ordre des Templiers, devenu fabuleusement riche et puissant participant aux croisades en Orient. Philippe le Bel lance donc une politique radicale contre les Templiers, accusés de plusieurs choses, manquement à la charité, de comportements dépravés et surtout de pratiques hérétiques. La campagne de diffamation est orchestrée par Guillaume de Nogaret, premier conseiller et garde des Sceaux qui supervise également le procès des Templiers. Le pape Clément V tente d'abord de défendre le temple, mais il finit vite par se ranger au vu du tout-puissant roi de France. En 1307, Jacques de Molay et les hauts dignitaires du temple sont arrêtés et emprisonnés, et en 1312, l'ordre des Templiers est supprimé au concile de Vienne. Abandonné par l'Église, brisé par 7 ans de cachot et de torture, les Templiers confessent tous les crimes qu'on veut bien leur prêter, même les plus fantaisistes et infâmes. Mais en mars 1314, le grand maître revient sur ses aveux et clame son innocence. Relapse, il est condamné à être brûlé vif le 18 mars 1314 et lance donc, selon la légende, sa malédiction depuis les flammes qui le dévorent. Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Maudit! Soyez maudits! Jusqu'à la 13e génération de mon race! Maudit! Maudit! Mais pourquoi la malédiction prêtée à Jacques de Molay a-t-elle connu une telle prospérité? Clément V meurt en avril 1314, puis Philippe le Bel le 29 novembre de la même année.
Cette conjoncture apparaît comme une forme de malédiction immanente, de vengeance de Dieu. Quant à Guillaume de Nogaret, il meurt lui aussi, mais en avril 1313, un an avant le bûcher de Jacques de Molay et la fameuse malédiction. Clément V était malade, mais Philippe le Bel était encore jeune, il n'avait que 46 ans. Il fait une chute de cheval à la chasse, peut-être frappé d'un AVC. Il est paralysé, puis il est transporté jusqu'à Fontainebleau, où il finit par mourir. Il n'est pas si rare de mourir quadragénaire au XIVe siècle, mais le sort semble aussi s'acharner sur les fils de Philippe le Bel. Comme les seigneurs féodaux redressent la tête après l'avoir baissé sous le règne de l'inflexible roi de fer Philippe le Bel, Louis X le Hutin les fait rentrer dans le rang par des négociations au cas par cas, et en leur restituant même leur droit à mener des guerres privées. Le roi livre aussi à la vindicte publique Enguerrand de Marigny, le dernier des grands conseillers de son père. Emprisonné au Temple, il est accusé de sorcellerie. Il sera pendu au gibet de Montfaucon le 30 avril 1315. Le premier, Louis X, meurt en 1316 à l'âge de 26 ans, d'un refroidissement de poitrine après une séance de jeu de paume. La comtesse d'Artois est accusée d'empoisonnement mais finalement acquittée et les causes de la mort du roi ne sont pas élucidées. En attendant la naissance de l'enfant de la reine enceinte, le frère du roi défunt, Philippe de France, assure la régence. Mais quand Louis X disparaît de façon prématurée, deux graves problèmes ne sont pas résolus. Les grands, hostiles aux méthodes de gouvernement de Philippe le Bel et en particulier à l'entrée des légistes au Conseil, obtiennent en 1315 l'exécution de l'impopulaire Enguerrand de Marigny. Le roi le sacrifie à la vindicte de tous. Cependant, les grands menés par l'oncle du roi, Charles de Valois, ne désarment pas. Ils veulent à nouveau dominer le conseil royal et diriger à leur profit les affaires du royaume. Surtout que la reine est enceinte, avec l'espoir de la naissance d'un fils. De son premier mariage, il eut une fille, Jeanne. Le sort de la monarchie de France est suspendu à l'héritier qu'attend sa seconde femme, épousée en 1315, Clémence de Hongrie. Celui-ci vient au monde, c'est un garçon, Jean Ier le posthume, qui ne vit que 4 jours. La mort prématurée de Jean Ier amène le premier problème de succession de la dynastie capétienne. Son oncle, après l'avoir fait sacrer roi au cours de la cérémonie d'enterrement à Saint-Denis, c'est la première fois dans l'histoire de la dynastie capétienne que le roi de France meurt sans héritier mâle. La couronne échoit donc à Philippe de France, qui devient Philippe V le Long. Mais surtout, Louis X est le premier capétien à ne pas laisser d'héritier mâle de son vivant. Diverses légendes circulent sur cet enfant royal. Tout d'abord, la rumeur veut que son oncle Philippe V, ou la belle-mère de ce dernier, Mao d'Artois, l'ait fait tuer en l'étouffant durant son sommeil dans son berceau ou en lui piquant la tête avec une épingle. D'autres allégations attribuent à un empoisonnement la mort du roi Louis X, père de l'enfant, Jean Ier le posthume. Dès son accession au trône et pour asseoir sa légitimité, Philippe V entérine la loi salique, selon laquelle les femmes ne peuvent ni accéder au trône de France ni le transmettre. Celle-ci ne lui porte pas plus bonheur qu'à son frère. Jusque-là en France comme en Angleterre et dans les autres monarchies héréditaires, il était admis qu'à la mort du souverain, la couronne revenait en priorité à l'aîné des garçons, primogéniture mâle. Si le défunt souverain n'avait que des filles pour lui succéder, rien n'excluait formellement qu'elle soit privée du trône. Atteint de fièvre et de dysenterie à partir de l'été 1321, Philippe V agonise à petit feu jusqu'au mois de janvier 1322, où il meurt à l'âge de 29 ans. Lui non plus n'a pas de descendance mâle. C'est donc son frère cadet qui lui succède, Charles IV le Bel, et obtient l'annulation de son premier mariage avec Blanche de Bourgogne. Il épouse aussitôt Marie de Luxembourg. On sait très peu de choses sur la personnalité de Charles le Bel. Les chroniqueurs ont jugé sévèrement ce roi qui régna grand temps sans rien faire, et qui tenait plus du philosophe que du roi. Charles IV semble toutefois avoir été soucieux de faire respecter la justice, comme le prouve sa fermeté dans l'affaire Jourdan de l'Isle. En 1324, le roi effectue un long voyage en Languedoc, ce qui le rend populaire auprès du peuple. Cette popularité s'érode cependant avec les pratiques financières douteuses de la couronne de France. Charles IV meurt à son tour de maladie en 1328 à 33 ans, alors que sa femme est enceinte. Mais la veuve n'accouche que d'une fille, et le vivier d'héritier mâle de Philippe le Bel s'est tari. Aucune de ces morts en soi n'a tellement surpris les gens.
Les rois mouraient jeunes en ces temps-là. Ce qui a surpris, c'est que les trois meurent les uns après les autres de façon prématurée, racontera un chroniqueur. Malade, Charles IV est alité à partir du 25 décembre 1327. Selon le chroniqueur Jean Lebel, il est le seul à rapporter ce fait. Le roi mourant aurait souhaité que le comte Philippe de Valois devienne régent, si la reine Jeanne, alors enceinte, donnait naissance à un fils. Si une fille venait à naître, alors Philippe de Valois pourrait monter directement sur le trône de France. Mais la volonté du roi ne semble pas avoir été suivie immédiatement des faits, puisque la question de sa succession n'est pas tranchée après sa mort. C'est en vertu de la loi salique que Philippe VI de Valois succède à Charles IV. Pourtant, il n'est pas l'héritier le plus proche du trône. En effet, Philippe le Bel, outre ses trois fils, a eu une fille, Isabelle de France, veuve d'Édouard II, roi d'Angleterre et mère du jeune roi Édouard III, qui vient de succéder à son père lorsque Charles IV décède. Si la primogéniture mâle interdit à Isabelle de France de devenir reine de France, en revanche, son fils pourrait revendiquer le trône. Or, la loi salique, ressuscitée pour ne pas dire inventée, depuis peu en interdit. Tous les candidats qui devaient leur prétention successorale à une fille de France furent écartés, pour le motif qu'une femme qui n'a pas le droit de monter sur le trône ne peut pas transmettre non plus ce droit. Cette succession contestée par le roi d'Angleterre fut une des raisons principales du déclenchement de la guerre de 100 ans. En Angleterre, la primogéniture mâle n'est pas reconnue, et la loi salique encore moins. Édouard III a de sérieuses prétentions au trône de France. De plus, il est également duc d'Aquitaine, et à ce titre, il est vassal du roi de France. La situation est très tendue entre les deux royaumes, et il en faut peu pour que la guerre de 100 ans commence. C'est chose faite en 1337. Édouard III rompt son hommage à Philippe VI, conteste sa légitimité, et déclare vouloir prendre le titre de roi de France. Comme on l'a vu, en l'absence de loi claire en matière de succession, c'est Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, qui est élu pour remplacer Charles IV le Bel, le dernier fils de Philippe le Bel. Mais en 1337, Édouard III, roi d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle de France, revendique à son tour le trône de France, et déclenchant ainsi la guerre de 100 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.